Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Jen Vincent. Avec son père, il a traversé l'Himalaya en passant par l'un des cols carrossables les plus hauts du monde, le Khardungla, à plus de 5600 mètres d'altitude et tout ça en sidecar. Il va nous parler de cette association père-fils pour mener à bien cette expédition, ainsi que de musique et de rencontres de l'autre. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. Sortir de sa zone de confort. Après, on a tous une vie différente, ça fait un peu philosophe de le dire comme ça, je t'avoue. Mais en tout cas pour moi, ça veut vraiment dire ça, c'est-à-dire, passer et tenter des choses que tu as pas l'habitude de faire. Alors évidemment, souvent, dans la vie, en tout cas pour moi c'est comme ça passe par les voyages, mais ça peut être, se lancer à corps perdu dans une passion, un sport, la rencontre de l'autre, de la musique, enfin c'est plutôt ça l'aventure. Après, précisément pour moi, c'est lié au voyage évidemment, parce que je suis né dans un univers où la moto était très présente et donc naturellement, j'ai partagé ça rapidement avec mon père depuis l'enfance. Et dans cette définition, tu te sens aventurier? Heu, c'est marrant de dire ça, moi je le sens pas du tout comme ça parce que, pour moi l'aventure elle a toujours été, collective. C'est-à-dire que, mon père m'a un peu, mis sur la voie quand j'étais enfant, vu que je l'ai accompagné partout. Voilà, on est une famille de 4 enfants et moi je suis l'aîné des gars enfin je suis l'aîné garçon. Ma sœur est un peu plus âgée que moi et il se trouve que, mon père m'ayant eu jeune, il m'a emmené partout. Partout, partout en Europe, partout, on a été en Guyane en moto, enfin pas en moto évidemment, mais on avait mis une moto dans une caisse et on avait fait le tour de la Guyane en moto. On a fait le tour de l'Italie, on était en sidecar avec ma sœur, mon père, enfin donc si tu veux, naturellement, le voyage, «l'aventure» entre guillemets, donc sortir de sa zone de confort, hein, selon ce que ma définition, elle s'est opérée, toujours assistée de quelqu'un qui m'a fait découvrir quelque chose et ma zone de confort pour moi, c'est toujours aller vers enfin sortir de ma zone de confort, c'est aller toujours vers l'inconnu et l'inconnu, j'aime bien y être guidé, en fait. J'aime bien le découvrir que j'aime bien même de manière générale, que quelqu'un me montre pas à pas les choses et je sais pas lire une notice et y aller quoi. Ça ce serait vraiment l'aventure pour moi ça. Je sais pas faire. Construire une maquette avec une notice, je sais pas faire. Par contre, j'ai besoin que quelqu'un m'emmène, m'apprenne, me montre et ça j'ai la chance de partager ça avec mon père depuis l'enfance et puis même si lui pour le coup et je pense que c'est un aventurier dans la définition, c'est-à-dire qu'il fonce. Moi, j'ai toujours été en périphérie de ça et je pense que je lui apporte une stabilité avec ma vision du monde, qui fait qu'on est toujours de très bons complices parce que lui, il a tendance à y aller, rien ne l'arrête et moi, j'ai tendance à temporiser pour, heu, pour le faire comme ça, quoi, donc C'est ce que tu es en train de dire. Tu l'as vécu beaucoup et souvent apparemment avec ton père. Est-ce que, tu en as une, qui est plus belle que l'autre? C'est difficile souvent de classer, mais est-ce que tu as une aventure à nous raconter, à nous parler qui a été forte et je pense, vécue aussi avec ton père? Parce que de ce que tu disais, c'est, vraiment un binôme d'aventuriers du coup, Ouais, 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 bah, des aventures, enfin des aventures, c'est un peu, galvaudé comme terme, mais si tu veux des expériences, assez marquantes, de vie. Bah, évidemment lié au voyage pour moi, j'en ai plusieurs, j'ai notamment et par exemple été en Indonésie tout seul pendant 1 mois et demi pour voir. C'était mon premier voyage seul, du coup, ça aurait pu être l'aventure. Bon, bah, j'ai trouvé des qualités, mais plein de à voyager seul, hein, j'entends, des qualités, mais en tout cas pour moi heu, moins d'avantages donc ça me dérangerait pas de le refaire, mais je préfère le vivre collectivement. Ça te permet de voir la balance des 2. Ah, qu'est-ce qu'on aussi avec la mère de ma fille, on a fait le tour de l'Europe, en train, c'était bien, c'était super. Vrai bon souvenir, l'Europe, c'est vraiment très, très joli, maintenant si je devais retenir quelque chose qui m'a marqué profondément, c'est un voyage que j'ai fait avec mon père il y a 6 ans maintenant et il avait pour projet de mettre un sidecar, au Khardungla qui est donc le col carrossable le plus haut du monde qui se trouve dans le Ladakh, donc c'est l'Himalaya indien et il se trouve que, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un voyage ensemble, une petite dizaine d'années
et ça a été super parce que moi, c'était la première fois en Inde et c'est vrai que l'Inde, c'est un pays hyper clivant, c'est-à-dire que soit tu détestes, soit tu l'adores. Moi, je suis tombé plutôt sur les gens qui l'adorent, même s'il y a énormément de choses à enfin, une réalité qui te frappe et qui est parfois brutale, notamment dans les grandes villes. Il se trouve qu'une fois que tu sors de Delhi, en tout cas ce qu'on a emprunté comme route, pour monter jusqu'à Leh, et puis ensuite Kardung évidemment, c'est de la ruralité avec des gens, tellement cool, agréables, qui nous accueillent. En plus, nous, en tant qu'Européens en sidecar, autant te dire que c'était carnaval, dès qu'on arrivait quelque part et c'était une expérience forte, marquante et aussi très intime parce qu'avec mon père, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait plus voyagé ensemble, c'est-à-dire partager vraiment 7 heures sur la moto, moi dans le side à discuter avec lui parce qu'il se trouve qu'on a des motos pas puissantes et qu'on peut largement parler, sur la route ensemble et on a échangé sur plein de choses sur nos vies, où on en était, ce qu'on faisait, chose qu'on prend pas le temps de faire quand on est ici quoi en Europe. C'est comment enfin, c'est quoi la genèse? Alors oui, ça fait longtemps que vous avez pas voyagé, mais comment est né ce projet? Comment est née, l'idée d'aller au Kardungla, donc la route carrossable la plus haute du monde? OK, vous avez pas voyagé depuis 10 ans, mais il y aurait pu y avoir aussi d'autres petits voyages proches de chez vous. Là, c'est, Kardungla, l'Inde. Voilà, comment est née cette idée, quoi? Cette idée, elle est née, bah, déjà dans la tête de mon père, encore une fois. C'est pour ça que je te dis que c'est plutôt lui l'aventurier, parce qu'il a les idées, moi je suis, je dirais, le support derrière, si on devait qualifier, un aventurier ou pas. C'est qu'un jour, bon, mon père est fabricant de sidecar et par extension, maintenant, j'ai repris derrière lui, donc on est fabricant de sidecar. Et en 2013, il se gratte la tête et il avait déjà été lui, à titre personnel, 4-5 fois en Inde, dans cette région de l'Inde, donc dans l'Himalaya indien, entre le Cachemire et je sais plus, c'est l'Himachal Pradesh, donc dans le Ladakh. Et il avait été complètement charmé. Il voulait absolument faire découvrir, ça à ses proches et notamment à moi. Il m'en parlait depuis un petit moment. Et on s'est dit, il était en train de travailler sur un projet d'un sidecar un peu tout terrain, donc vraiment une nacelle qui puisse affronter ces éléments, mais aussi sur laquelle, comme on travaille beaucoup sur des motos classiques, qui puissent être montées sur des Royal Enfield. Vu que c'est la moto, en tout cas, qui était la plus courante, en gros cylindrée, hein, j'entends, en Inde à cette époque-là. Maintenant, plein d'autres marques arrivent sur le marché, mais à l'époque, en tout cas, c'était encore la moto la plus utilisée. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, voilà, comme il fait d'habitude, il s'est fait une espèce de shortlist des personnes qui pourraient l'accompagner parce qu'il avait ça bien en tête et il lui fallait quelqu'un qui sache, se tenir en sidecar, quelqu'un qui a envie de découvrir, vraiment l'environnement et puis qui pouvait lui être un support, moral, tout ça, sur les moments un peu difficiles. Enfin, en gros, pas quelqu'un de casse-couille, quoi. Voilà, parce que mon père, Ouais, a bien ça comme résumé. critère. Et Disons les choses. forcément, bah, j'étais tout en haut de la liste parce que c'est la première personne, enfin, je suis la première personne à qui il a pensé. Et bah, immédiatement, bah, moi, j'ai pas réfléchi et ça faisait un petit moment, qu'on s'était promis de repartir, faire un tour en moto en Europe, machin, tout ça. Et ben, voilà, là, l'idée, c'était allons-y, quoi. Donc c'était un projet un peu plus global parce qu'on a fait faire on a donné les plans, à un lycée technique qui est à côté de chez nous, qui travaillait donc la métallurgie. L'idée, c'était d'impliquer un petit peu, justement, bah, une classe, je dirais d'apprentis pour, montrer qu'on peut avoir des projets un peu fous. Petite parenthèse, nous, on est de la banlieue parisienne, donc forcément dans le 94, quand quelqu'un te dit: «Je veux aller sur l'Himalaya en sidecar», si tu veux, on te dit: «Tu vas à cloche-pied sur la lune», c'est exactement pareil, quoi. Donc c'était pour donner un peu de sens à ce qu'on faisait et à l'époque, l'atelier qu'on avait était vraiment à côté d'un lycée technique qui travaillait ça. Donc on a proposé les plans. Évidemment, le chef d'atelier, lui, de ce lycée technique était motard. Plutôt que faire des porte-manteaux pour la SNCF, ils se sont dit: «Allons-y quoi, faisons-le», tu vois? Donc si Le tu veux, projet est voilà, plus intéressant en effet, ouais. ouais, c'était en fait, c'était un peu une synergie un peu sympa quoi, de créer autour de ça. On a monté un dossier, on s'est trouvé des sponsors, Motul a joué le jeu, enfin,
voilà quoi, on a avancé un peu comme ça, on a eu Donc ça, c'est Aidenau toute la aussi qui ont donné des préparation pneus, du, donc ça c'était la préparation et ça c'est plutôt moi qui étais en charge de ce dossier-là, quoi. Donc c'est-à-dire, d'accord. essayer évidemment que ça allait nous coûter, mais essayer de le faire dans une démarche un peu plus, ouais, comme un projet quoi, comme quand on mène un projet un peu sponsorisé C'est et pas que là-dessus c'est personnel, ça a fait aussi, comme tu l'as dit, une synergie autour de chez vous, localement, même si c'est un projet à l'extérieur. C'est vrai que c'était une très, très bonne idée de faire travailler, enfin de faire en tout cas de se faire épauler par les gens qui sont autour de toi, quoi. Donc ça, c'est vrai ouais que c'est une très, complètement, très bonne c'était idée. en tout cas c'était, c'est comme ça s'est construit, l'idée et puis, en finalité aussi on a été pas mal aidé par Vintage Rights, par Alex Zurcher qu'on connaît, depuis la création de Vintage Rights et donc quand on est arrivé une fois sur place, il nous a mis à disposition des motos, en fait. Donc on a pu atteler ça, on est parti avec un ami de toujours qui lui fait des voyages en Afrique, qui nous a fait un film et d'ailleurs on retrouve ça sur un sidecar sur le toit du monde qu'on a mis en ligne sur YouTube. Je le mettrai en lien Hem aussi du podcast, Ouais, pour bah, ceux que c'est ça Carlo intéresse et de le Cozzi, voir, qui ouais. a fait ça, qui est un voyagiste, lui spécialisé plutôt sur l'Afrique. Alors lui aussi, c'était une découverte là, il a 35 ans de voyage en Afrique, il a même le record de Tour d'Afrique en sidecar dans les années 80. Enfin, c'était quelqu'un, lui pour le coup aussi est un aventurier, vraiment qui gagne à être connaître Tu me à donneras être ses connu, coordonnées. pardon. Je te donnerai ses coordonnées, ouais. Et Carlo nous a accompagnés, nous a fait ce film et là pour moi c'est une leçon de vie parce que Carlo a une soixantaine d'années et il découvre l'Inde avec des yeux d'un enfant émerveillé quoi. Alors qu'avec ouais 35-40 ans peut-être même de voyage à travers le monde, il pourrait faire le mec, tu vois? Il a fait l'ascension du Kilimandjaro, 19 fois, enfin, tu vois? Il pourrait, faire le mec blasé et j'ai trouvé ça merveilleux qu'un mec arrive, dans un pays qu'il connaît pas, qui est complètement différent de ce qu'il connaissait, bah, il était sur tous les coups, jamais fatigué, à bondir partout, rencontrer les gens, aller voir ce qui se passe, aller manger dans n'importe quelle gargote parce qu'il avait envie de voir. Enfin, c'est, heu, La beauté des voyages, c'est c'est vrai inspirant, quoi. que même si on a beaucoup d'expérience, alors c'est un grand mot, hein, de l'expérience dans un voyage parce que, chaque région, même au fond du jardin, on peut être surpris, par la découverte de ce qu'on va voir et ça m'étonne pas, c'est vrai, hein, on peut être surpris et là, ça, c'est l'avantage des voyages, de l'aventure, on peut être surpris tous les jours et c'est pour ça qu'on est un petit peu piqué, un petit peu drogué de tout ça. On a envie, tous les jours de découvrir parce que, ben, voilà, on revoit, des paysages, des gens avec des yeux d'enfant et je l'entends bien et je le comprends bien, c'est vrai. Moi, je reviens un petit peu sur le projet et en tout cas sur la préparation du sidecar. Ça, on l'a bien compris et c'est vrai que c'était un super projet de faire travailler un petit peu tout le monde. Mais toi, comment tu t'es préparé, on va dire, psychologiquement, là, quand ton père, il te dit, «Viens, on va dans l'Himalaya, on va bourlinguer en sidecar». Alors je connais un peu les pistes himalayennes, mais plutôt du côté du Népal. Je l'ai fait en moto, donc sur 2 roues. C'est déjà chaud, c'est déjà compliqué, c'est déjà physique, fatigant, en plus de l'altitude et cetera. Moi, je suis en train de t'imaginer avec ton père dans le side. Enfin, je me dis: «Mais où il t'a emmené, quoi? Il t'a emmené dans une galère». Enfin, en tout cas, je l'imagine comme ça, quoi. Donc comment toi, tu t'es préparé psychologique et puis sur place, comment, physiquement, physiologiquement, tu as pu bosser, quoi? Bah, écoute, je t'avoue qu'en fait, moi, c'est des questions, et encore une fois, c'est pour ça que je dis que je suis en périphérie. C'est que avec mon père, depuis l'enfance, on a eu plein de galères, hein, évidemment en moto, crever sur le bord de la route, à attendre, 6 heures que quelqu'un vienne te chercher sous un pont d'autoroute, je sais pas moi, casser une bielle, sur une bécane quand tu reviens de Belgique ou d'Italie ou enfin voilà quoi, tu vois? Des choses comme ça, si tu veux, moi ça jalonne, mon enfance depuis toujours. Donc si tu veux, on en est toujours sorti. Donc j'ai pas ce stress, déjà, premièrement. On en est toujours sorti. Et puis je dirais même d'avoir vécu ça, enfant, ça te fait relativiser énormément, tu vois? Ça va, tu es en vacances, donc j'ai pas cette peur de l'inconnu, surtout qu'en fait, ayant voyagé un peu, et je dis bien un peu, hein, je suis pas du tout un globe-trotter, qui a passé, énormément de temps ailleurs qu'en France, mais j'ai quand même voilà, j'ai voyagé dans pas mal de pays. Il se trouve que nous, on pense qu'on est toujours perdu, au trou du cul du monde, alors qu'il faut avoir passé, je sais pas 5 heures dans le désert, saharien pour se rendre compte qu'en
En fait, les routes que tu empruntes, c'est des routes, en fait, donc elles sont empruntées, donc il y a du monde. Donc si tu veux, ça, c'est pas du tout, un truc qui m'angoisse et pour toute la partie technique, il se trouve que, j'ai la chance d'avoir, mon père qui assure. Donc si tu veux, moi, j'ai juste la logistique à m'occuper et la logistique, Hem, c'est pas du tout compliqué quoi, enfin pour moi, hein, faut se préparer un peu en avance, prévoir les pièces détachées, aller chercher un peu de sponsors parce que sinon ça coûte trop cher, hein, ce genre d'aventure, parce qu'il a fallu envoyer la caisse du sidecar avec les attaches et le châssis, en amont, trouver un transporteur, l'envoyer à Delhi. Le stress, il était plus, est-ce qu'elle va se perdre? Tu vois? Est-ce qu'elle va pas être coincée entre 2 containers, et puis que tu vas la dédouaner, tu vas mettre, je sais pas 3 jours de plus pour la dédouaner et toi, ça te fait 3 jours de moins, donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles plus vite, tu savoures moins. Ça, c'était un stress un peu en amont. Une fois qu'elle est arrivée, qu'on a été accueillis, à Delhi, dans le garage de Vintage pour pouvoir le monter, le sidecar, après c'est que du bonheur quoi, parce que tu montes. La chance et même si toute la route en fait de New Delhi jusqu'à, à Manali, elle est pas terrible, terrible, parce que ça Et reste des espèces justement, de je voulais que tu nous parles, excuse-moi, je voulais que tu nous parles de l'itinéraire. Donc, l'idée, c'était de partir de Delhi jusqu'à Manali et après dans les grandes lignes, vous alliez jusqu'où? alors on passe le premier col, hein, autour, derrière, Manali qui est le Rotang, si je dis pas de bêtises. Et puis, là, tout de suite, tu es dans le bain. C'est-à-dire que Manali, c'est vraiment, tu es dans l'Himachal Pradesh et puis c'est très vert, si tu veux, c'est très comparable, mais bon, je pense que tu le sais un petit peu vu que, tu as pas mal voyagé, la haute montagne, c'est la haute montagne. C'est-à-dire que quand tu es à 2000 mètres, que tu sois, dans les Alpes, dans l'Himalaya ou j'imagine dans les Andes, tu es à 2000 mètres. C'est-à-dire que tu as les mêmes essences d'arbres, plus ou moins les mêmes qui poussent et ainsi de suite. Après, une fois que tu passes le Rotang, qui est quand même assez haut, je crois qu'il est autour de 3007-3008, je crois, je sais Il plus me semble que c'est exactement, ça, mais ouais. voilà, je sais plus exactement. Là, tu arrives et une fois que tu as passé, le col, tu es dans un univers complètement lunaire. Ça y est, le minéral a pris le pas, tu plus du tout, plus du tout dans un paysage avec des arbres, tu es vraiment que dans du minéral, c'est presque lunaire. Nous, on a fait sur cette période où il y avait pas trop de moussons. Donc, en fait, il y avait les glaciers qui fondaient, donc le matin, tu as un petit filet d'eau et puis en fin d'après-midi, tu as presque, ouais, un cours d'eau qui passe sur la route. Donc c'est pour ça qu'il faut rouler plutôt le matin pour que ce soit moins dangereux, comme ça tu pas trop de passages à gué. C'est une découverte, c'est-à-dire que l'altitude déjà, moi en plus j'ai été frappé du mal des montagnes, alors ça arrive, pas tout le temps mais je l'ai eu. Donc si tu veux, je passe de Delhi où c'est, un trafic assez fort. On était parti à 5 heures du matin, donc on avait évité un petit peu tous les embouteillages et les bouchons et autres. Là-dessus, pour moi, découverte de l'Inde à travers la route, c'est-à-dire que qu'on a mis 2 jours pour monter à Manali, il a fallu dormir sur place et puis là, j'ai découvert, hein, quoi, des mecs à poil qui se lavent au bord de la route, des marchands de peluches, tu vois? Des marchands de peluches, quoi, tu vois? Il y a des peluches un peu partout. Les mecs, enfin, c'est surprenant, c'est une vie enfin, faut le voir, quoi, des mecs, qui roulent avec leur femme en sari en Amazon, derrière la moto avec le pare-sari sur la moto, des tractopelles avec des mecs assis dans les pelles, qui roulent à 20 km/h. Enfin, c'est une conception en Europe, on te dit: «Ah, c'est hyper dangereux», des sorties d'autoroute qui ne mènent nulle part, des sorties d'autoroute à contresens. Enfin, c'est voilà, déjà, c'était une expérience et c'était une vision un peu, accélérée, quoi, si tu veux, de ce qu'est, la vie urbaine dans les grandes villes en Inde et périurbaine, quand tu es, un peu entre 2 eaux. Et puis après, quand tu arrives dans l'Himachal Pradesh, c'est complètement différent. Là, tu rentres dans quelque chose d'un petit peu moins grandiloquent, beaucoup moins peuplé, même si tu as des villes où ils sont vite 100 000 habitants, mais c'est quand même moins peuplé que les grandes agglomérations. Surtout, tu as la nature qui est quand même assez présente, tu as de moins en moins d'infrastructures. Et puis, plus tu montes dans la montagne, plus tu arrives sur ouais, la nature brute. Donc, c'est assez plaisant. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai trouvé mon compte. Et il se trouve que, sur un des plateaux, alors je crois que c'est le 3 ou 4e col, on arrive sur le plateau de Sartchou, qui est un plateau, presque à 4 500 mètres, aux alentours de 4 000 mètres. Bon. Et là, j'ai été frappé du mal des montagnes. Donc, Comment ça s'est présenté? Quels ont été les symptômes?
Alors je sais pas pour les autres, hein, mais pour moi, c'est un mal de tête très fort. Alors quand tu roules et que tu es concentré bon moi j'étais dans le sidecar, hein, principalement, mais il faut avoir des mouvements à droite, des mouvements à gauche pour accompagner les virages. Donc quand tu es concentré, tu as mal à la tête, mais bon ça va. Par contre, dès que tu t'arrêtes, au-delà de la fatigue physique parce qu'on se levait globalement, on décollait avant 9:00, et on s'arrêtait de rouler vers, 18-19 heures. Donc si tu veux, c'était quand même des bonnes journées, bien engageantes physiquement. Bah, là, c'est le mal de tête et puis moi, dans mon cas, j'avais aussi, une espèce de sensation, toujours d'être nauséeux quoi, toujours mal au ventre, prêt à vomir mais pas vraiment et puis cette espèce de mal de tête qui te tambourine, fortement la tête. Après on a dormi sur le plateau à Sartchou dans un camp et puis, ensuite on est redescendu, de je sais plus 600 mètres et puis ça a disparu quoi. C'est vraiment une sensation, liée au corps quoi. J'imagine que c'est un manque d'oxygène et puis, ça frappe un petit peu, au hasard. Pourtant, on n'avait pas bu l'alcool, alors il faut éviter. On avait bu beaucoup d'eau, bon voilà, hein, ça arrive. Bah, en tout cas moi ça m'a touché quoi. Ça t'a touché et la solution, c'était de descendre, pas de médicaments. Souvent, en Non, il y a effet, du quand Diamox, le mais coup ouais, je suis pas, voilà, on prend pas, il y a des effets secondaires un peu étranges, mmh mh. voilà, on n'est Non, mais je pas pense que ça a été la meilleure idée et puis c'est d'ailleurs, c'est le meilleur médicament, c'est de descendre et tout de suite ça va un petit peu mieux. Donc ouais, ouais, non, mais je le comprends et c'est moi je l'ai pas eu, j'ai eu des petits ressentis, notamment au Pérou, dans les Andes, mmh. mais l'avantage, au Pérou, c'est qu'on peut prendre de la coca, donc il suffit Ah de ouais, la fameuse, ouais. mâcher. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que ça m'a aidé. En plus, j'aimais ça, donc je m'en faisais, des bonnes tasses. Bon, bah, cool. Eh bah, Et ça, c'est bon ça. ouais, non, non, c'est parfait, c'est parfait. Tu parlais, au tout début du podcast que tu as fait, enfin, que tu as apprécié, la compagnie des Ladakhi. Est-ce que tu as, une rencontre, une anecdote, qui est sympa à partager, parce que tu as fait une rencontre un petit peu, bah, comme dans les voyages, tu sais, au détour d'un virage, on fait une rencontre. Est-ce que au Ladakh, c'est un peu la même chose? On rencontre facilement les gens? Alors au Ladakh, on rencontre facilement les gens, je dirais que moi la plus marquante, c'était pas vraiment au Ladakh, même si c'est clair, hein, les gens sont globalement avenants, mais tu sais, je me rends compte, que dans beaucoup de pays, hein, les gens sont très avenants et il suffit en fait, moi je pense que tout dépend de la manière dont tu arrives, quelque part et ça y fait, grandement. Après il y a des sales cons, il y en a partout, mais majoritairement, quand tu te présentes correctement, ça se passe bien. Mais la rencontre la plus marquante sur ce voyage-là, c'était plutôt en fait, on s'est arrêté un petit peu avant, de d'arriver à Manali. Alors je me rappelle plus du tout, mais il se trouve que mon père avait été avec sa compagne, Monique, l'année précédente, en fait, faire un voyage en moto et elle avait eu un petit accident. C'est-à-dire qu'elle avait, cogné un terre-plein, ils ont eu très, très peur et elle a été recueillie par une famille qui passait par là et qui l'avait aidée, en fait. Et donc on était retourné dans cette espèce de hameau, hein, c'est vraiment trois quatre maisons, ramener un peu, bah, des trucs d'européens, mais on a ramené des médicaments, enfin des conneries, mais des antidouleurs principalement, tu sais, du Doliprane, des conneries comme ça et puis, du Smecta, enfin des vraiment des conneries, liées à parce que Monique, elle avait discuté un peu avec eux et ils en manquaient, quoi. Donc si tu veux, on avait fait bon voilà, on avait ramené ça et puis un peu de coloriage pour les mômes, enfin les trucs qu'on fait, quand on se dit, «Tiens, on va faire une bonne action en tant qu'Européens» et c'était vraiment cool, on a été super accueillis, ils se rappelaient, moi je les connaissais pas et ça c'était assez fort parce que si tu veux, ils étaient vraiment contents et sincèrement, bah, qu'elle aille bien, que ça se soit bien passé. En plus, on arrive en sidecar. Mon père, il a emmené les anciens, il a aussi, emmené, la grand-mère et autres, en sidecar. Donc c'était, tu vois, tout un petit attroupement comme ça peut se passer dans ce genre de cas. Ça paraît cliché, mais c'était vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait, bah, toutes les personnes de la famille qui étaient là et donc on a bu le thé chez eux et moi je suis musicien, j'avais pris ma guitare, on jouait des morceaux, enfin j'ai joué un ou 2 morceaux et c'était cool parce que même si, ils parlent pas spécialement anglais, il y avait quand même un échange et il y avait un mec, de la famille qui avait à peu près mon âge, une trentaine d'années et forcément on échangeait peut-être un peu plus, tu vois? Parce qu'on a globalement les mêmes âges et je lui demande à un moment, vu qu'il me dit: «Ah la guitare c'est chouette, c'est sympa, enfin la musique». Je lui demande: «Mais toi tu fais quoi pour ton temps libre?»
Et là, il me regarde et il me dit: «Mais qu'est-ce que tu veux dire par du temps libre?» Parce que moi je travaille, tu vois là toutes les rizières autour, c'est moi qui travaille là, je travaille avec, donc il me montre des ouvriers qui étaient un peu plus loin, et putain moi je me suis arrêté, et j'y pense encore souvent, hein, je me dis: «Mais ah c'est vrai quand même, on est vernis quand même en Europe d'avoir du temps libre», tu vois? Donc de se trouver une bonne raison d'avoir du temps libre. Donc ça, c'est une des premières claques, et une deuxième claque que j'ai reçue, enfin que j'ai reçue, auquel je pense souvent. Quand on était à Ley, on a rencontré, des Cacheméries qui sont souvent commerçants, hein, heu, à Ley, et donc on discute de choses et d'autres, et évidemment, il y avait des gens, qui engagent facilement la parole aux Européens. Ley, c'est quand même une ville qui est fréquentée par des Européens depuis quand même pas mal de temps, et donc les discussions étaient décomplexées, et il y avait un des mecs qui accompagnait le magasin sur lequel on allait acheter une connerie, qui était sur le point de se marier. Alors, tu vois, les échanges étaient très sympas, tu vois? Je sais pas comment dire, tout le monde était très content de pouvoir le vivre comme ça, et donc on discute, ensemble, et il me dit que, au-delà de son mariage, c'est ses parents qui ont choisi sa femme, et qu'il l'a jamais vue, qu'il va la voir pour la première fois demain. Alors moi, j'arrive avec mes conceptions européennes et romantiques de la vie: «Eh gros, tu peux pas faire ça, pourquoi tu vois comme ça? Tu l'as jamais vue, tu es sûr?» tout ça, nin nin et lui, il me dit: «Non mais attends, elle est forcément bien pour moi parce que c'est ma mère qui l'a choisie». Alors je lui dis: «Comment ça, c'est ta mère qui l'a choisie?» tu vois? Et donc il me dit: «Beh oui, elle me connaît, ma mère. Bon après nos familles, ça s'arrange, tout ça, tout ça, tout ça. Heu, mais heu, mais voilà, je sais que ça va être une bonne épouse». Et donc moi, fort de mes convictions, je lui dis: «Mais non, mais attends, c'est pas possible». Après c'est des discussions qu'on a sans vraiment de profondeur, mais tu quand même d'échanger, quoi. Et lui, il finit par me dire, un peu agacé, que j'étais un peu lourdingue, tu vois? Il me dit: «Ouais, enfin bon, je vous vois bien les Européens, vous êtes là, vous vous mariez, vous avez des copines, vous vous séparez, vous recommencez, vous» alors il dit: «En quoi c'est mieux que de tomber sur quelqu'un que ma mère m'a choisi et elle me connaît? En quoi c'est mieux ou moins bien que ce que vous vivez, en fait?» Bah, du coup, je me suis retrouvé un peu comme un con. Donc je me suis, et je t'avoue que j'y pense souvent. Bon, la conversation était close, hein. Après, j'ai pas su avoir la répartie qu'il fallait, mais si tu veux, ça m'a permis de relativiser vraiment sur, les conceptions du monde, sur notre place et qui on est, et comment, en fait, on croit souvent fort de son petit piédestal. Alors là, il se trouve que c'était moi qui arrivais en petit Européen, un peu libertaire, «Eh les gars, faites comme vous voulez, vivez votre la vie, machin». Lui, il avait pas l'air malheureux du tout, il était bien dans ses convictions, et c'était un petit exemple de tolérance, quoi. Tu vois? Finalement, il y a pas de mieux ou bien, quoi. Chacun, le vit différemment, et je dis pas que c'est merveilleux, il y a plein de cas dramatiques de mariage forcé, mais il y a aussi des cas où ça se passe bien et les gens ne le vivent pas du tout comme quelque chose qu'ils subissent, quoi. Donc voilà, ça avait l'air d'être un exemple comme ça, et ça m'a permis ouais, d'y réfléchir et pas de voir que le côté négatif, dans quelque chose que tu connais pas, quoi. Et encore 6 ans après, et c'est ça qui est aussi, intéressant, et donc l'essence du voyage, c'est la découverte, de l'autre, pas forcément que faire de la moto ou du side, c'est aussi, partager ce genre de choses. C'est vrai que nous, on a tendance à être, à vouloir être ouvert parce que, bah, comme tu l'as dit, en étant français, on a beaucoup de liberté. Mais en comprenant, je pense, ce qui se passe ailleurs, bah, ça aide aussi, comme tu l'as dit plusieurs fois, à relativiser, et ça, c'est vrai que c'est l'essence du voyage, ce vrai partage, d'idées, à travers les populations locales. Donc non, mais c'est vrai que Bah, je c'était pense que c'est intéressant. essentiel, hein. C'est essentiel, je pense, hein. Tu voyages pour ça, enfin, tu vas vers l'autre pour ça. Maintenant, si c'est arrivé, et je te disais que ça dépend comment tu te présentes quand tu noues des contacts. Si c'est arrivé, j'en rigole souvent avec ma compagne, mais si tu arrives en colon quelque part, entre guillemets, bah, ça peut que mal se passer parce que les gens ont pas besoin ils ont pas besoin de vivre ça, en fait, tu vois, avec toi, ce genre de rapport. Maintenant, si tu arrives, de façon complètement détendue à être à l'écoute, et surtout, essayer de pas imposer ta vision du monde, bah, les choses se passent mieux et puis toi, tu t'enrichis.
surtout. Oui et puis que tout le monde, soit sur le même piédestal. Finalement, on vient d'ailleurs, mais on n'est pas plus fort ou moins fort que Complètement, complètement. celui qu'on va rencontrer et c'est pour ça que je pense que la discussion, le dialogue se fait super bien et puis c'est marrant parce que je pense qu'arriver en sidecar, ça doit rajouter aussi, un côté d'ouverture ou de curiosité en tout cas, où les gens, voulaient vraiment venir vous voir, vous demander un petit peu ce que vous faisiez là, en sidecar, ça doit pas être très, alors déjà je pense qu'en moto, en tant qu'Européen, ça ne doit pas être quelque chose de très commun, en tout cas. Alors aujourd'hui, peut-être un petit peu plus, mais en sidecar, je pense qu'en effet, il ne doit pas y avoir de masse de personnes qui l'ont fait. Donc, ça doit attiser Bah, écoute, la c'est curiosité. toujours pareil, c'est que le sidecar a ça de magique, hein, et si nous, on est dans le sidecar, mon père, roule la moto depuis l'enfance, mais il s'est mis très rapidement à avoir un sidecar. Ma sœur, moi, mes 2 autres frères, on a grandi en sidecar. On en avait un 4 places, on en a eu des 2 places, on en a eu, de toutes sortes et de tout poil avec, plein de motos différentes. Et si moi aujourd'hui je perpétue un petit peu en ayant repris derrière mon père d'homologuer et de monter des sidecars, c'est que ça a ça de magique. Que ce soit en Inde, en Espagne, en France, ou, enfin n'importe où dans le monde, tu arrives avec un objet qui est rigolo pour tout le monde, pour les anciens, pour les souvenirs que ça leur rappelle, parce que c'était une moto de prolétaire, c'était une moto qui était utilisée dans les champs, c'était une moto qui était utilisée, parce qu'une moto coûtait moins cher qu'une voiture. Et pour les jeunes, parce que c'est rigolo, c'est les dessins animés, c'est Scooby-Doo, tu vois, c'est cet imaginaire que ça développe, donc tu es tout de suite bien reçu. Après, c'est vrai que sur ce voyage-là et dans la majorité de mes voyages, moi, j'ai toujours une guitare avec moi, donc la musique plus le combo avec le sidecar, ça là, tu t'engages des conversations, c'est presque évident, quoi. Ouais, et c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs juste après. Le combo musique et sidecar, j'allais te demander quel est l'objet que tu as toujours eu besoin d'avoir sur ce trip. Alors des fois quand j'ai, des riders qui ont voyagé, c'est un outil, c'est un petit objet qui les a aidés à se sortir d'une galère. Toi, j'ai l'impression que c'était quand même la guitare, non? Bah, ouais, ouais, mais si tu veux, ça, c'est toujours pareil. C'est comme moi, je suis un peu un feignant, si tu veux, en termes d'organisation, mise en place, ça, une fois que c'est fait en amont, bah, je fais que vivre mon voyage, quoi, tu vois? Bah, l'objet que j'ai toujours avec moi, c'est en général un bon livre et puis une guitare, quoi. Donc, la guitare pour engager la conversation, un bon livre, en général, bah, c'est parce que mon grand-père adorait Victor Hugo, donc du coup, je me prends un Victor Hugo et je me fais les œuvres complètes petit à petit, tu vois? Mais ça te permet de t'isoler et de penser à autre chose et puis, de lire de la bonne littérature. Est-ce que, bah, imaginons qu'il y a 2 fous un peu comme vous qui souhaitent, faire, l'Himalaya en sidecar, c'est quoi le conseil ultime à donner pour préparer cette aventure? Enfin, pour faire cette aventure carrément? Bah, pour faire cette aventure, je sais pas si j'ai un conseil vraiment à donner là-dessus, si ce n'est d'oser, quoi, parce que rien n'est compliqué à travers le monde, en fait. Tu t'aperçois qu'il y a des gens sympas partout, il y a des gens qui sont là pour t'aider partout. Qu'on a la chance aujourd'hui que même si tu casses quelque chose, que tu perds quelque chose, hem, si tu as le facteur temps avec toi, tu as toujours quelqu'un qui va t'aider. D'ailleurs, Hem, je te coupe, mais d'ailleurs, est-ce que vous avez eu une galère sur ce voyage? Quelque chose, qui vous a vraiment bloqué, enfin une vraie galère? Alors je sais que avec ton père, vous allez, enfin vous avez sans doute réussi, c'est pour ça que tu es là pour en parler, de résoudre ce problème. Mais ouais, est-ce qu'il y a eu une galère un petit peu plus galère que les autres, sur ce voyage? non, 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 en fait, c'est compliqué parce que si tu veux, il y a une légende qui voudrait, te faire passer pour plus aventurier si c'est galère, tu vois? C'est-à-dire que les gens aiment bien raconter, le petit caillou dans la chaussure, quoi, tu vois? Qui les a empêchés de réussir quelque chose. Il se trouve que mon père a une culture différente, c'est que si on prépare bien en amont, bah, tout ira bien. Et en effet, tomber en panne, si tu veux, c'est pas un plaisir parce que tomber en panne et avoir attendu, sur le bord de la route pendant des heures, ça y est, on a déjà donné, ça fait rire personne, c'est un peu frustrant. Donc si tu veux, justement au garage avant le départ à New Delhi, mon père avait bien révisé la moto pour qu'on n'ait pas de problème. On avait bien su fixer le sidecar pour qu'il y ait pas de soucis.
Et puis voilà quoi, Donc le conseil, c'est heu bien préparer sa moto pour pas avoir de galère. ouais, C'est peut-être ça, et son c'est itinéraire, son tu vois? Parce itinéraire. qu'après tu as les impondérables de la route, une route coupée, alors surtout dans l'Himalaya, on n'est jamais à l'abri, si tu veux, d'un trajet que tu avais prévu et puis que finalement, pour, X, éboulement ou, route non finie, enfin voilà, l'itinéraire, doit changer. Voilà, si tu prépares bien ton itinéraire, si tu as bien préparé ta monture, surtout va pas trop vite parce que, voilà, le voyage, il s'apprécie vraiment aussi avec un peu de lenteur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Ça te permet de mieux appréhender ton environnement et surtout, si t'arrives quoi déjà, si tu vas moins vite, bah, tu as moins de risque d'accident et jusqu'ici, on a eu de la chance, on a toujours été épargnés par ça. Pas d'accident, pas de gros bobos, heu, oui, mon conseil, c'est surtout en amont bien préparer, son véhicule, son itinéraire et puis surtout d'essayer d'en tirer un maximum de plaisir, quoi. C'est surtout ça. Tu l'as dit, hein, la préparation, l'itinéraire, c'est exactement ça rouler lentement, tu vois? C'est vrai que c'est pas des choses qu'on dit souvent, mais c'est vrai, rouler tranquillement fait que, bah, on va aller au plus loin et on va éviter les accidents. Heu, je sais que ton actualité, en ce moment est bien pleine parce que tu l'as dit pendant ce podcast que tu reprenais ou en tout cas tu suis, les pas de ton père. Tu peux nous en parler? Et puis surtout, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est que maintenant, vu que vous êtes souvent ensemble et moins peut-être, dans les voyages, est-ce que, vous discutez d'un éventuel, voyage à 2 en sidecar? Voilà, donc peut-être que je viendrai avec vous, peut-être même. Ouais, bah, alors déjà, il se trouve que, bon, moi, je suis arrivé à un âge dans ma vie où il fallait, donner un sens et il se trouve que, hem, voilà, le projet de reprendre derrière mon père a toujours été un petit peu, mis de côté parce que j'en ressentais pas le besoin et puis il y a 1 an et demi, bah, ça y est, c'était une évidence, quoi. C'est des choses que tu emmagasines, pendant toute ton enfance, toute ta vie et finalement, bah, ça te pousse à vouloir les vivre et au-delà de ça, il se trouve que moi, mon meilleur ami est mécanicien et chef d'atelier, dans des grosses concessions on s'était promis étant gamin de monter un magasin de moto et bien, on a tout pour le faire donc on a repris là, enfin moi j'ai repris derrière mon père depuis janvier. Donc je travaille avec lui maintenant au quotidien, ce qui fait qu'on arrive à échanger et comme on s'entend très, très bien, bah, ça marche bien et on va monter donc un pôle sidecar, en Île-de-France, dans le 94, dans le Val-de-Marne, un pôle sidecar qui fera de l'entretien et puis qui continuera la création de sidecar qu'on fait avec l'alternative sidecar. Donc on a nos châssis et on monte, ben, différentes nacelles. Donc on a une marque française qui s'appelle Précision, qui est une marque, historique, parisienne et puis on a développé des designs de caisse fibre, qu'on monte aussi, depuis maintenant, 6 ans, 7 ans maintenant. Et donc, bah, voilà, c'est la continuité, derrière mon père, qui est paru comme une évidence là, depuis 1 an et demi, ce qui était moins le cas, il y a quelques années. Mon père m'a jamais forcé et il se trouve que voilà, chaque chose, tombe quand elles doivent tomber et puis, bah, c'est le moment. Donc on développe tout ça, on avance gentiment et puis en 2021, dans le premier trimestre, on aura des locaux pour accueillir les gens en entretien et à continuer, justement de préparer des voyages pour certains, de simplement avoir du sidecar de loisirs pour d'autres. Heu, voilà quoi, vraiment la vie, d'avoir un pôle sidecar pour accueillir, tous les sidecaristes qui le veulent. Super, très bonne idée parce que, bah, je pense qu'il y a un manque, hein, forcément, il y a un manque, il y a une envie quand même de vivre, des aventures et même de rouler au quotidien en sidecar. Moi, j'ai une petite fille qui vient de naître et c'est vrai que c'était pas une question que je me posais il y a encore, 3 mois. Mais aujourd'hui, je suis en train de regarder, bah, sur ton site, sur Facebook. D'ailleurs, je mettrai les liens un peu de tout ça Ouais, carrément. sur la description du podcast. Mais j'adore les regarder et j'adore m'imaginer avec ma petite et ma compagne, en sidecar alors que c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'avais imaginé, au départ. Mais, je préfère rouler, en 3 roues qu'en 4 donc et toujours heu, avec un guidon, une moto entre les jambes donc je pense que c'est vrai que ça peut plaire.
Ouais, complètement. Bah, en tout cas, nous, on a une demande là-dessus. Après, pour ce qui est du voyage, parce que j'y pense, c'est vrai que dernièrement, vous aviez été au Pérou et tu guidé là-bas. C'est certain que le parallèle avec l'Himalaya, il est presque évident vu qu'on est dans des hauteurs, similaires, si ce n'est une culture radicalement différente. Complètement, ouais. Et ça, les images que vous avez rapportées, les discussions qu'on a pu avoir autour du Pérou, nous poussent, nous, là, à essayer de se trouver une bonne raison pour envoyer notre caisse de sidecar là-bas et puis de se faire un voyage numéro 2. Je dirais, allez, 7, 8, 9 ans, peut-être presque 10 ans plus tard, si on attend quelques années et pouvoir, justement vivre un voyage et découvrir, surtout découvrir, l'Amérique du Sud qu'on connaît moins. On connaît à travers la Guyane, mais la Guyane est francophone, donc Ah, ça c'est pas pourrait être pareil marrant que ça d'ailleurs. d'arriver, au Pérou. C'est vrai que tu as parlé en début de podcast de la Guyane. Tu vois, c'est quelque chose que j'apprends dans ce podcast. Donc, je pense qu'il y aura un épisode 2 aussi avec toi, John Vincent. On Mmh. pourra parler de la Guyane parce que ça m'attire beaucoup. Pareil, on connaît assez bien l'Asie, l'Amérique du Sud, je commence à la connaître un petit peu. Mais la Guyane, même si elle a des consonances françaises, on en connaît très peu. Et puis surtout, je n'osais pas imaginer emmener une moto et un sidecar. Donc, ouais, pourquoi pas? Parce que j'imagine plus de la jungle, des difficultés à rouler. Alors peut-être que sur des petits passages, les Guyanais ont besoin de moto pour passer. Mais c'est vrai, faire un road trip carrément, ouais, ça me botte bien qu'on se fasse un deuxième épisode et qu'on parle de ça. Et je vais finir, comme Pourquoi j'ai pas? pour l'habitude, de parler. Alors, est-ce que tu as une citation, une chanson qui te. Alors, je sais que tu es chanteur, une chanson ou une citation qui te revient souvent, qui t'aide pendant ces road trips, qui te donne de la force un petit peu au quotidien, ou en tout cas sur une moto quand tu as une galère ou quelque chose comme ça? Écoute, j'ai pas trop de citations. Maintenant, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique et c'est vrai que j'ai un morceau qui m'est venu, et qu'on a enregistré et j'en suis assez fier parce que, bon, ça fait de l'autopromo, c'est un peu bizarre, mais c'est un morceau, que j'ai rêvé. On a réussi à le mettre en musique avec mon groupe et qui s'appelle Natural Mighty, le groupe et on a réussi à mettre en musique un morceau qui s'appelle Road. Donc ce morceau-là, il m'a toujours, ouais, quelque part accompagné depuis maintenant 5 ans que je l'ai rêvé. Et puis je l'écoute très, très, très régulièrement parce que et évidemment, il m'inspire vraiment, vraiment le voyage et voilà, c'est la route, hein, comme son titre, l'indique on a, ce truc-là, il fait résonner un petit peu tout ce que j'ai pu «vivre» entre guillemets, lié, au rythme, aux choses que tu écoutes à droite à gauche et ça en fait une musique particulière pour moi. Si tu me donnes les droits, je pourrais les mettre à la fin Allez, du je te donne les podcast. droits. Bon, en tout cas, Allez, merci. John Vincent, je te remercie pour tout. Ça a été super de partager cette expérience avec toi. Et en tout cas, moi, je te dis à bientôt. Et j'ai bien entendu que tu partais, enfin, que tu avais l'esprit de vouloir aller au Pérou. Donc, je vais te carrément. proposer de venir avec toi. Si c'est dans quelques années, C'est entendu, je hein, vais c'est sans doute, entendu. je vais sans doute venir. Ça roule. Allez, bonne journée. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières. Was I know I rode between the stars and the sky, beyond time and space, between love and hate. In that promised land, no more delusion.
because I know I'm wrong. Between the stars and the sky, beyond time and space, between love and hate, in the promised land, no more delusion, no more disrespect, no more act of pain. This is the world of dreams I'm talking about. I'm the returning king on my land. Yes, I'm coming home. Yes, I'm coming home. This is the world of dreams I'm talking about. I'm the returning king on my land. Yes, I'm coming home. Yes, I'm coming home. Oh, yes, I'm coming home. Oh, yes, I'm coming home. Yes, I'm coming home. Oh, yes, I'm coming home. Oh, yes, I'm coming home. Yes, I'm coming home.